au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève et Françoise sur Radio Grand Lac. Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Lac 92.1 FM et bienvenue pour votre rendez-vous gourmand, c'est local et c'est bon. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité. Comme annoncé lors de notre dernière émission, Françoise a malheureusement quitté l'émission et Aix-les-Bains en fait, pour des raisons professionnelles. Donc nous lui souhaitons une très belle continuation, on lui envoie toutes nos ondes positives pour cette nouvelle aventure. Je vais faire de mon mieux pour assurer la relève afin de vous faire découvrir ou redécouvrir les acteurs de la gastronomie de notre beau territoire. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Davier, que vous connaissez certainement, qui est un globe-trotteur 100% savoyard, amoureux des produits de nos terroirs, qui est notamment à l'origine de la chaîne YouTube Recettes Minutes TV, mais aussi auteur du livre de recettes street food de nos montagnes. Bonjour Cyril. Bonjour Ève. Bonsoir à tous. Oui, bienvenue sur Radio Grand Lac, que vous connaissez déjà. Un petit peu. Ouais. Comment allez-vous ? Ça va, parfait. En détente, on commence l'année tranquille. Ouais. Sans forcément de nouvelles résolutions. On continue à se régaler, à faire à manger, à faire des vidéos. Bon. Ça va. Ouais, ça va. Donc, est-ce que vous connaissiez l'émission avant votre venue ? Oui, je connaissais l'émission de l'ancienne émission de Hilde Pina. Le nouveau format également. Bon, super. Il y a du terroir sur la table pour ceux qui ont la ref. La ref, voilà. C'est ça. Donc, avant de parler de votre activité en détail, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre parcours en quelques mots ? En quelques mots ? Ok. Je m'appelle Cyril Davier, j'ai 29 ans, je suis né à Chambéry, donc 100% savoyard. J'ai étudié aux écoles hôtelières de Chelles-les-Eaux et de Thonon-les-Bains, donc Savoie et Haute-Savoie, où je me suis conforté dans l'idée que j'aimais la cuisine, la restauration au sens large, voire même l'hôtellerie. J'ai multiplié les expériences en restauration en France et surtout à l'étranger, ce qui m'a conforté dans ma deuxième passion qui est le voyage. J'ai enchaîné donc les expériences en Australie, aux États-Unis, en Suisse, puis en Australie, puis encore aux États-Unis. Et au moment du Covid, je suis rentré en France, un petit peu triste quand même, faut le dire. Mais ça a eu du bon. Ça a eu du bon dans le sens où, entre deux confinements, j'ai commencé à faire une vidéo avec mon oncle, et puis 2, puis 5, puis 140. Et aujourd'hui, la chaîne tourne toujours. Elle s'appelle Recettes Minutes TV, comme vous l'aviez précisé. Et ça m'a ouvert une reconversion professionnelle, donc dans l'animation, la création de contenu. Et récemment, la dernière œuvre, si j'ose dire, c'est mon livre Street Food de nos montagnes. Et on va en parler plus en détail dans la deuxième partie de notre émission. Il y a quand même une histoire un peu familiale. Vous êtes petit-fils de paysan, il me semble. Oui, c'est ça, agriculteur, horticulteur. Ouais. Bon, je sais qu'ils aiment pas trop quand je dis paysan. Ouais. Mais on s'en cache pas. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une fierté. Mes grands-parents produisaient du lait à l'époque à Vauglan, donc là où je vis toujours. Ensuite, ils se sont reconvertis dans les plantes suite à ils ont perdu leur troupeau, donc ils se sont remis dans les plantes. Enfin, ils sont lancés dans les plantes. Aujourd'hui, ils travaillent pour une jardinerie, mais c'est vrai que ce lien à la nature, je l'ai toujours eu. Alors dans la famille, c'était soit on faisait de la cuisine, soit on faisait de l'horticulture. D'accord. Donc moi, j'étais pas trop plante. Disons que j'avais pas la fibre encore. Et je me suis mis dans la cuisine. Voilà, donc une histoire familiale. Et c'est, je crois, votre grand-mère qui vous a guidé un peu sur la voie de la cuisine, non ? C'est ça. C'est alors, je dirais même mes deux grand-mères. J'ai une grand-mère qui est d'origine normande et une qui est d'origine russe polonaise. Donc j'ai eu un héritage des deux grand-mères, mais c'est plus la grand-mère normande qui m'a inspiré. C'était plus facile déjà pour les produits. C'est vrai, ça date de ma grand-mère. Ma mère ne cuisine pas, donc il fallait bien que je trouve quelqu'un qui me donne des tuyaux. Ah oui, je vois. Donc vous avez parlé un peu de votre formation, donc vous avez quand même une formation en cuisine, en hôtellerie. C'est ça. Vous le saviez depuis tout petit que vous vouliez aller là-dedans ? Oui, je pense. Vous savez, quand on arrive au collège, on nous pose la question, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Donc là, c'est
j'ai brainstormé sans le vouloir, mais je me suis dit mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire. Et il y avait une chose que j'aimais faire qui pour moi n'était pas qui représentait pas une tâche. Parce que des fois, quand on est petit, on se dit oh là là, qu'est-ce que je vais faire, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Mais moi, la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Ça paraît un peu cliché comme discours, mais ça me faisait plaisir. Déjà à l'époque, en 5e, je faisais des gâteaux tous les mercredis pour mes camarades. Puis j'ai instauré ça donc pendant toutes mes années. Et je sais pas, j'aimais régaler, j'aimais me faire plaisir. Mes parents travaillaient beaucoup, donc c'est vrai que je prenais le relais aussi à la maison pour faire à manger. Et je me suis tourné naturellement vers l'école hôtelière de Challes-les-Eaux, puis ensuite Thonon-les-Bains. C'est vrai qu'il y avait une très très bonne réputation et qu'il l'a toujours. Oui. Ouais, j'ai vraiment pas vu passer mes études. Ça a été 5 ans où j'ai découvert tous les métiers de la restauration, de l'hôtellerie, donc barman, sommelier, cuisinier, maître d'hôtel. Bon, on va pas parler de la gestion, de la compta et du marketing, mais on a vraiment tout appris. Et puis c'est la cuisine qui a retenu mon attention pour ce côté justement créatif, partage. Ouais, c'était vraiment génial. Et on va parler de votre deuxième passion, alors le voyage. Ouais. Combien de pays vous avez visité au total ? J'en ai visité 49 pour être précis. C'est pas mal. Ouais, Ah ouais. Bientôt 50, mais bon, on met un peu d'argent de côté parce que c'est vrai que ça coûte quand même cher. Oui, c'est lequel, le 50e qui est prévu ? Le 50e qui est prévu, que je n'ai pas fait, ce sera Madagascar. D'accord. Pour parler d'une troisième passion qui est la pêche, que je partage avec mon papa. Ah. Ouais, on adore pêcher. Enfin, lui est mordu de pêche, il m'a transmis le virus. Et Madagascar, ça me plaît, ça me parle, dans le sens où l'Afrique, c'est un continent qu'on connaît peu. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, et surtout en termes de gastronomie. Ah bah oui, c'est aussi ça qui nous intéresse ce soir. Et justement, lequel de ces pays vous a le plus frappé pour sa gastronomie ? Ah. Question difficile. Ça, c'est une question qui est difficile. Le Pérou. J'ai été surpris par le Pérou parce que avant je connaissais pas, et avant que j'y mette les pieds, j'avais vraiment aucune idée, aucune appréhension sur ce pays. Et c'est vrai que c'est très très diversifié. On a tendance à penser que c'est comme tous les autres pays d'Amérique du Sud, avec toujours pareil les empanadas, le trio maïs, poulet, riz, haricots rouges. Et en fait, il y a bien plus que ça, beaucoup de spécialités de poissons. Quand on monte un peu dans les montagnes, il va y avoir on va pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui est alpaga, des choses, cabri, des choses qu'on n'a pas trop l'habitude. Et j'ai vraiment été époustouflé par la variété et surtout les pommes de terre. Ils ont plus de 4000 variétés. Non. C'est assez impressionnant, et même aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans les cuisines à Paris ou même ici par là à Genève, tout ça, des fusions entre la cuisine péruvienne et japonaise, française. Même par ici, il y a un restaurant péruvien, il y en a même 2, de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté du lac, que j'ai pas encore testé. Mais voilà, pour répondre à la question, le Pérou, ça m'a vraiment marqué en termes de gastronomie. De gastronomie. Bon, et à retenir, j'y aurais pas pensé de prime abord, en tout cas, comme ça. Non, j'allais. Vous auriez pensé à quoi ? Au Japon ? Oui, plutôt à un pays d'Asie ou même d'Afrique. Mais c'est vrai que l'Asie, moi je pense tout de suite à l'Asie pour la gastronomie. Ça m'a plu, faut pas dire que. C'est vrai que le Vietnam, j'ai des bons souvenirs du Vietnam, c'est assez équilibré, c'est varié. J'ai pas encore été en Chine, donc je peux pas le dire, mais je pense que ça réserve de belles surprises. C'est comme la France, je pense que c'est des cuisines de région. C'est assez différent. C'est vrai que si vous allez dans le sud de la France, ce sera différent de la Bretagne, bien sûr. Du sud-ouest ou de la Savoie. Puis à la taille de la Chine, oui. Ouais, en plus, mais grosso modo, dans tout le monde, il y a beaucoup de spécialités, beaucoup de diversité. En tant que bon Français, on a tendance à être chauvin. Et je le reconnais, moi le premier, avant que je voyage, j'étais là, la cuisine française, c'est la meilleure. Mais oui, c'est la meilleure, mais il y en a d'autres. On a des choses à apprendre en termes de technique, en termes de produits. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de s'ouvrir à ce niveau-là. Justement, ce que vous avez fait dans votre dernier livre. On en parlera tout à l'heure. C'est ça. Un mélange des cultures. Donc, vous l'avez évoqué, vous avez créé votre chaîne YouTube Recettes Minute TV pendant la période Covid. Donc, on va en parler un peu plus en détail. Je fais juste un petit message. Vous êtes accompagné de Raphaël Gonnet.
C'est ça. Dans votre activité également. Donc nous le saluons et le remercions de vous avoir aidé à réaliser vos projets. Dédicace à Raphaël. Voilà. Qui est mon oncle. Hein. Je savais pas. Voilà. C'est mon oncle. D'accord. Aujourd'hui, c'est donc toujours mon oncle, mon associé. On se voit très souvent. Et c'est un petit peu mon boss, dans le sens où il a quand même un petit peu plus d'expérience que moi. Donc, on travaille ensemble, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté... c'est un peu un mentor. Ouais, un peu un mentor, ouais. Lui, c'est plus la partie réalisation, vidéo, démarchage commercial, tout ça. Et moi, je suis plus sur la partie création. Et suivi des projets. Parfait. Alors, comment... donc, vous avez évoqué, vous avez commencé à créer 1, puis 2 vidéos avec votre oncle. Et au départ, comment vous est venue cette idée de faire des vidéos de recettes? L'anecdote est sympa. On était en train de peindre une porte de garage pour ma grand-mère, donc sa mère. Ok. On s'occupait pendant le Covid. Et puis, vu qu'on n'avait pas trop le droit de sortir, il y avait les comment on appelle ça, les restrictions en termes de kilomètres. Donc, on restait dans notre village, qui est Vauglan, à repeindre une façade de garage. Et je dis, tiens, t'as vu, il y a du monde qui fait des vidéos sur les réseaux. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que YouTube, où les gens avaient vraiment une chaîne et qui l'alimentaient. Et je dis, tiens, c'est marrant, les réseaux sociaux, les gens ils font des vidéos plus ou moins bien, des recettes plus ou moins longues. Je dis, mais des fois, on s'y perd. Il y a des recettes qui font 15 minutes, où on voit la personne qui présente les produits en 5 minutes, qui fait la vaisselle. Et je dis, ça serait quand même bien qu'on fasse des vidéos où on concentre l'essentiel. Toi, tu sais monter, parce que lui, il avait travaillé en télévision, France Télé. Moi, je sais cuisiner. Toi, tu sais un peu faire des vidéos. Peut-être que si on faisait une recette, ça pourrait donner quelque chose. Il me dit, demain, on fait une recette. Entre 2 coups de peinture. Entre 2 coups de peinture. Et je pense à la recette du biscuit de Savoie, qui est une des recettes que ma mère maîtrise. Il a 2. Donc, c'était une des 2. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'elle est pas ouf en cuisine. Et on fait la recette, on filme. On monte ça de manière assez brève sur un logiciel gratuit, on le met en ligne et on demande à nos amis de partager, on demande aux gens ce qu'ils en pensent. Et tout de suite, c'est bien reçu. La vidéo, elle fait plusieurs milliers de vues en très peu de temps. Alors, je sais plus si c'était en 1 semaine ou 2. Ouais. Mais pour nous, c'est énorme. Parce qu'on n'avait jamais mis de contenu sur les réseaux. Et les gens disent, ah, cool. Alors, il y en a qui s'en fichent. Hein. Il y en a qui donnent pas leur avis. Puis il y en a qui nous disent, ah, vous devriez continuer. On aime bien la recette des bugnes de ta maman. C'était la 2e recette. Du coup, on fait la 2e recette. Ça marche. Et on se dit, mais pourquoi on ferait pas un rendez-vous? Donc, c'est vrai qu'à l'époque, le Covid nous a fait du bien dans le sens où on n'avait plus d'activité. Moi, l'hôtellerie était à l'arrêt. Lui, il était au chômage partiel dans son entreprise de communication. Et on a fait une vidéo chaque semaine. D'accord. Et jusqu'à arriver aujourd'hui. Jusqu'à arriver à la fin de l'année avec 40 vidéos. Ouais. Il y avait des semaines où on était en vacances, où on était à court d'idées. Mais on a fait 40 vidéos en 1 an. On a essayé de mettre aussi à l'honneur des producteurs locaux. On a fait des vidéos sympas avec, je pense à Jean-Michel Mattei, qui est un humoriste des Pays de Savoie. On a fait une vidéo sur la tarte citron meringuée avec Hilde de Pina, qui animait l'ancienne émission. Donc voilà, on a ouvert le champ des possibles. On a fait des collabs. Et au bout de 2 ans, on a commencé à trouver un intérêt économique à ça. Parce que c'est vrai que ça nous prenait du temps. Nos activités respectives repartaient. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui prenait. Il y avait également un peu d'argent de YouTube. Donc, quand on dépasse un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de vues, on prend de l'argent de la publicité de YouTube. Donc, forcément, on n'allait pas cracher dessus. Mais pour faire évoluer la chaîne, il fallait qu'on dégage du temps. Pour qu'on dégage du temps, il fallait qu'on soit rémunéré. Donc, on a commencé à faire des partenariats. Et ça fait 4 ans et demi que ça dure. Voilà, jusqu'à arriver 140 vidéos. C'est ça. Voilà. Un petit peu plus peut-être. Et 21 000 abonnés. C'était ma prochaine question. Ouais. Voilà, 21 000 abonnés qui vous suivent, c'est énorme. Hein. C'est quand même énorme. C'est énorme et je dis toujours c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont 1 million d'abonnés sur TikTok ou sur Insta et qui font des vidéos de choses un petit peu plus aléatoires, si j'ose dire. Mais ça reste du divertissement. Donc j'ai rien contre ça, mais c'est vrai que c'est peu. Quand moi j'arrive avec 21 000 abonnés en 4 ans et demi en faisant des tutos cuisine, c'est peu, mais c'est pas non plus rien. Donc c'est peut-être plus qualitatif aussi. C'est vraiment des abonnés
Engagés, abonnés qui attendent vos prochaines recettes. bienveillants, fidèles, qui interagissent, qui m'envoient des messages. Ça m'arrive de répondre des fois à 22h à un abonné qui me demande le diamètre d'un moule ou qu'il n'a pas tel ou tel ingrédient. Et donc il y a une proximité et c'est vrai que c'est appréciable. D'ailleurs, je remercie tous mes abonnés et j'invite ceux qui nous écoutent qui ne le sont pas à le faire. Oui, tout à fait. On reprécisera tout à la fin de l'émission, sur quel réseau, sur quelle chaîne YouTube suivre Cyril et ses recettes. Une dernière question avant de faire une petite pause musicale. Comment définiriez-vous vos recettes? Est-ce qu'elles sont chaleureuses, gastronomiques, à la portée de tous? Elles sont pas gastronomiques, elles sont à la portée de presque tous, j'ai envie de dire. Elles sont accessibles, elles sont pas trop chères. Le but c'était pas d'impressionner les gens. Je suis pas un grand chef, je suis juste quelqu'un de passionné qui a envie d'accompagner les gens et qui constatait que dans certaines vidéos justement il n'y avait pas assez de détails, il n'y avait pas assez d'accompagnement. À l'heure des réseaux aussi, des fois on loupe beaucoup d'étapes. Sur les recettes, des fois il y a les ingrédients qui tombent, les ingrédients dans le plat et les ingrédients à dégustation. Mais il manquait des vidéos où on apporte une expertise, un petit côté professionnel. Donc les vidéos, elles sont entre l'amateurisme, le professionnel, avec des ingrédients accessibles, une belle touche de produits locaux, parce que c'est important. Il y a des producteurs qui se démènent, et surtout à l'heure actuelle, enfin surtout les agriculteurs. Donc c'est important de valoriser le terroir. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Elles sont chaleureuses, elles sont pour le coup réconfortantes parce que c'est vrai qu'on est en Pays de Savoie, donc il y a des fromages. Voilà, on n'est pas sur des recettes véganes, light, mais j'ai pas vraiment de fil conducteur bien précis, si ce n'est faire des choses que j'aime et qui me semblent faciles à reproduire. Voilà. Il y a du sucré, du salé, il y a un petit peu de tout. Oui, on en parlera un peu plus en détail après. Et puis, vous faites bien de le mentionner, l'importance de valoriser les producteurs locaux. C'est ce qu'on tient, nous, à faire aussi avec cette émission. C'est vraiment important pour nous. C'est la base. C'est la base. Surtout qu'on a un territoire qui est riche et on a vraiment cette chance. Et si c'est pas nous qui le faisions par le biais de médias, de chaînes, etc., ou même en tant que consommateur, personne ne le fera à notre place. Sans rentrer dans la politique, mais c'est vrai que c'est important. Enfin, moi, je vois mes parents qui ont toujours eu les mains dans la terre, qui vendent des choses en local. S'il n'y a pas une économie locale ou des gens qui soutiennent, c'est voué à disparaître. Et puis bon, ce qu'on retrouve des fois en grande surface, c'est pas forcément très joli. Donc voilà, je préfère avoir moins d'abonnés, faire des choses plus locales, mais d'avoir des vraies valeurs, on va dire, et de soutien. On partage complètement. C'est gentil. Donc, au-delà des vidéos recettes, on va parler donc de votre livre Street Food de nos montagnes, juste après une petite pause musicale. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Eve et Françoise sur Radio Grand Lac. Bon retour parmi nous sur Radio Grand Lac 92.1 FM pour votre rendez-vous gourmand, c'est local et c'est bon. Pour les retardataires, voici un petit résumé de la première partie de l'émission. Donc nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Cyril Davier, youtubeur 100% savoyard, qui nous a présenté sa chaîne Recettes Minutes TV. Et on va parler de son livre qui vient de sortir, Street Food de nos montagnes. Donc petite aparté, si vous cherchez des recettes savoyardes, mais pas que, généreuses et faciles à réaliser, je vous invite à vous rendre sur sa chaîne YouTube Recettes Minutes TV. Donc Street Food de nos montagnes, aux éditions de La Fontaine de Siloé. Édition savoyarde, je le précise. Vous faites bien de le préciser. Et donc, dans une récente interview, vous avez déclaré que vous trouviez les livres de recettes obsolètes auparavant. Alors, pourquoi ce revirement ? Alors, je trouvais, et ça n'engageait que moi, que les livres, en tout cas pour moi, c'était pas quelque chose dans lesquels je me tournais pour les recettes. À l'heure où justement j'étais branché réseaux sociaux, et je le suis toujours, j'allais plus sur Internet pour trouver des recettes et moins dans les livres. Pour la bonne et simple raison, c'est que ça va plus vite. On cherche sur un moteur de recherche recettes du pain perdu, boum boum boum, tout défile. Je peux pas citer les marques, mais voilà, il y a plein de sites.
Et pour moi, le livre, c'était vraiment quelque chose auquel je pensais plus. Ou alors, si c'était une recette vraiment, on ressort les livres de grand-mère un peu compris la poussière. Mais voilà, le livre, ça avait cette connotation old school, limite ringard. Et un jour, sur un événement, je rencontre un éditeur qui me dit tiens, fallait qu'on fasse un livre et tout. Ni une ni deux, je dis oh non, c'est bon, non merci, un livre ça m'intéresse pas. Moi je fais des vidéos. Bon, j'étais un petit peu brutal et je m'en suis rendu compte qu'après, mais voilà, ça l'a pas forcément choqué. Et on se recroise 1 an et demi après, pareil, sur un événement de producteur, et il me dit le livre alors, pareil, un peu moins brut, mais je dis non, pas le temps, ça m'intéresse pas. Et j'étais avec Raphaël, donc mon oncle et mon associé, qui me dit attends, si t'as proposé un livre, c'est qu'il sent quelque chose et ça sort pas de nulle part. Voilà, sinon il te l'aurait pas proposé, parce que des auteurs il y en a de partout. Et il me dit, je dis mais attends, un livre, mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Qu'est-ce qu'on raconte? Je veux pas faire un livre pour faire un livre, ça prend du temps, j'imagine. Donc on le rappelle et on lui dit voilà, on a bien réfléchi, on voudrait faire un livre et on a quelques pistes. Il me dit bon ok, très bien. Donc à ce moment-là on était sur Paris, lui devait monter aussi l'éditeur, donc on se donne rendez-vous à Paris pour un déjeuner et on tranche sur ce qu'on avait semblé judicieux tous ensemble. Lui me voyait vraiment là-dedans, les recettes street food, côté cuisine un peu novatrice, facile, rapide, mais avec l'identité locale. Et on s'est accordé sur le thème qui a été le titre, Street Food de nos montagnes. C'est vrai que le titre est assez classique, mais au final, il marche bien. Et puis, on a développé, donc il m'a demandé de développer des recettes. Je m'en souviens que je voulais en faire 40, parce que c'est vrai qu'il faut les trouver, les recettes. Oui. Faut les imaginer, faut que celles aient du sens, faut qu'elles racontent une histoire. Mon histoire, pas que j'aille les chercher n'importe où. Donc il voulait que j'en fasse je crois 60. Moi je lui dis non, moi j'en verrais bien 30. Puis on a tranché sur 50. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait du contenu, faut que les gens achètent un objet, c'est pas un feuillet quoi, c'est pas un magazine. Donc on a travaillé là-dessus, il y a eu plein d'échanges, des allers-retours. Qu'est-ce que t'en penses? On a fait les photos nous-mêmes, donc on a acheté le matériel exprès pour faire des belles photos avec les flashs, comme dans un studio. C'est mon oncle Raphaël qui a signé les photos. Donc on a vraiment pris du plaisir à faire ce livre, aussi bien sur la partie édito que sur les photos. Et puis on va le décortiquer un petit peu pour voir ce qu'il a dans le ventre. Ah bah oui, on est là pour ça. Hein. Donc un mélange de cuisine du monde et de la cuisine savoyarde. Donc en mode street food. Je vous donne quelques exemples, chers auditeurs, pour vous donner l'eau à la bouche. Empanadas à la raclette, nem au reblochon, grilled cheese à la tome des Bauges. Donc vous l'avez dit, 50 recettes dans ce livre. Il n'y a pas que du fromage, à vous écouter. Oui, il n'y a pas que du fromage. Il y a aussi, là, par exemple, ceviche de la Varet, poisson de nos montagnes. C'est ça, de nos lacs. De nos lacs, voilà. Et personnellement, vous, laquelle préférez-vous parmi toutes ces recettes? Ah là là, encore une question difficile. Encore une question difficile. Je vais dire le ceviche. Je vais dire le ceviche parce que ça parle de poisson, donc forcément. Troisième passion, la pêche. La pêche, ça me parle. Le lac du Bourget, mon père. C'est une recette qui me rappelle aussi mon voyage au Pérou. Et qui est bien représentatif du livre, dans le sens où vous avez un plat qui est emblématique de la street food latino-américaine, donc le ceviche, avec le lavaret, qui est un poisson de nos lacs alpins, comme on l'a dit. Donc le lavaret, c'est la ferra, au lac Léman et au lac d'Annecy, ou plus communément appelé la corégone. C'est un salmonidé, c'est un poisson de la même famille que la truite. Donc c'est vraiment une espèce des lacs alpins, qu'on retrouve aussi en Italie, mais vous avez aussi de la pêche. Bon, on descend, là on est plus du côté de la Drôme, mais voilà, on retrouve des saveurs locales avec un plat exotique. Avec une très belle photo, je l'ai sous les yeux, j'en salive d'avance. À qui s'adresse votre livre? Il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse vraiment à tout le monde, dans le sens où on peut avoir le petit-fils qui l'offre à sa grand-mère
pour lui dire tiens, toi qui aimes bien les produits locaux, regarde, est-ce que tu connais ces recettes? Ça peut être les grands-parents qui l'achètent au petit-fils. Je sais que t'aimes bien cuisiner, tiens, tu me parles souvent de cuisine de rue, burger, machin. Et puis, en fait, il y a pas vraiment de profil type. J'ai eu des personnes qui me l'ont acheté pour des chefs en station, qui développaient une carte de street food pour un chalet. Voilà, donc ils ont le restaurant gastronomique, mais il y avait un chalet où ils voulaient proposer de la cuisine différente. Donc, ils s'adressent à tout le monde qui a envie de se faire plaisir. À tout le monde. Voilà, vous l'avez tous entendu. Il faut courir se le procurer. Et j'ai vu que la préface avait été rédigée par Mercotte. Oui. Rien que ça. Eh oui, bah forcément. On est en Savoie, on parle gastronomie. Je pense que le choix a été vite vu. Ouais, comment ça s'est passé? Comment vous lui avez demandé qu'elle rédige votre Alors, préface? c'est pas moi qui lui a demandé directement parce que je ne la connaissais pas personnellement. Et puis c'est vrai que c'est pas une personne qu'on peut facilement aborder. Oui. C'est quand même Mercotte. Donc j'ai laissé faire Raphaël, qui s'est chargé de trouver une relation qu'on avait en commun et qui lui a gentiment demandé. Et donc voilà, après, elle l'a fait, elle a accepté, donc pour nous c'était chouette quoi. Ah, c'est super chouette. Hein. Et vous aimeriez développer une recette avec Mercotte? Bah grave. Si elle vous donne toutes les indications de la recette. Ouais, non mais après carrément. Bah Mercotte, elle est cool. J'ai eu l'occasion de faire une séance de dédicace au salon Saveurs et Terroirs à Chambéry au mois de novembre, toute l'après-midi sur le stand de Garin, c'était super. Franchement, ouais, on pourrait faire une recette sucrée parce que Mercotte, elle est quand même assez branchée sucrée, mais ouais, carrément. Mais on sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, ouais, ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée. Quels sont les premiers retours sur votre livre? Les premiers retours, j'ai eu que des bons retours. Alors, sûrement parce qu'on m'a pas dit, les gens qui l'ont pas aimé l'ont pas dit. Donner envie, belles photos, recettes que les gens connaissaient et ne connaissaient pas. Donc le côté je suis pas perdu, ça me parle, mais j'en apprends des nouvelles. Beaucoup de gens ont aimé la façon dont c'est écrit. On parle à la première personne. On ajoute le côté personnel avec des petites anecdotes de voyage, des astuces, trucs de chef, le petit truc en plus, le saviez-vous, qui pour moi était important pour mettre une patte en fait, Oui, que ce soit pas que un livre de recettes. Exactement. Il y a aussi des astuces cuisine, des anecdotes, des fois des petites phrases d'intro rigolotes pour détendre l'atmosphère. C'est vrai que j'ai feuilleté des livres de cuisine forcément où je trouvais ça un peu militaire. On avait le titre, les ingrédients, la durée, les trucs économiques et que c'était toujours un peu pareil. Donc pas très chaleureux. Pas très fun. Et je me dis que des gens vont le lire sans forcément faire la recette et qu'ils vont le parcourir comme une aventure. On voit aussi les petits drapeaux en sommet de page où il y a le drapeau du pays avec un petit pictogramme. Et je trouve qu'il se lit comme un petit livre d'aventure où on voit il y a des belles images, une petite anecdote. Donc si on veut pas forcément cuisiner, on peut aussi le lire comme ça. Et ça nous inspire. Oui. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis plutôt adepte des romans sur liseuse, etc. Parce que j'ai pas envie d'avoir plein de livres. Et par contre, les livres de recettes, j'en ai un certain nombre. Physique, ouais. C'est un objet qu'on aime. En fait, le livre de cuisine, c'est un objet qu'on aime avoir, qu'on aime toucher, qu'on sort sur le coin du plan de travail. Et que il n'y a pas d'histoire de... J'ai pas de batterie sur mon téléphone, je peux pas regarder la recette, ou ça s'est éteint, il s'est mis en veille, j'ai les doigts gras. Bon, si on a les doigts gras, on va pas toucher le livre, mais on n'a pas besoin de le toucher puisqu'il est posé devant nous et la recette, elle est suffisamment grande. C'est un livre qui fait 24 par 32, c'est un grand format, il est grand. Catégorie beau livre. C'est son nom, je dis pas qu'il est beau, mais il est beau. Mais c'est la catégorie beau livre, merci. Donc voilà, on a fait confiance à l'éditeur et aujourd'hui on est très content de ce... Non, il est très réussi. Alors, est-ce qu'il y a eu des essais recettes infructueux? Oh oui, oulala, oui. Un exemple. Je me souviens du bao, un pain bao qui est un pain cuit vapeur. Ça donnait rien. J'avais associé avec,
je m'en souviens plus à l'époque, j'essayais de mettre du fromage, ça marchait pas. Enfin bref, je perdais trop de temps dessus. C'est vrai que ça parlait pas forcément aux personnes à qui je l'ai fait lire. Parce qu'il y a eu aussi des personnes qui m'ont donné leur avis du milieu. Des testeurs, les pauvres. Ouais, et je me suis dit, bon, je le mets de côté, à peaufiner, on verra s'il y a un volume 2, un tome 2. Mais oui, bien sûr. Puis il y a des fois où je suis tombé malade. On faisait des shootings où je suis tombé malade. Donc impossible de poursuivre. Donc la recette, on l'a laissée de côté. Des fois, c'était trop sec, ça s'y prêtait pas. Il n'y a pas la bonne texture. À vouloir mettre du fromage de Savoie, bah, ça faisait pas comme la recette du pays en question. Ouais. Donc oui, il y a eu forcément plein de tests. On n'a pas trouvé les 50 recettes comme ça. Ouais, bah je me doute. En tout cas, toutes les recettes du livre ont été testées et approuvées. Voilà, c'est ça. Voilà. Où pouvons-nous se procurer en fait votre livre? En librairie, j'imagine, en ligne? Oui, alors beaucoup dans les grandes surfaces environnantes, Oui. entre Aix-les-Bains, Chambéry, de partout. Je crois qu'au total, il y a plus de 400 points de vente sur toute la France. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais sur placedeslibraires.fr et je cherche mon livre. Et ensuite, on a toutes les librairies qui ressortent. D'accord. Par exemple, j'ai une amie qui voulait l'acheter à Strasbourg. Elle l'avait à 5 minutes à pied de chez elle. Donc ça, c'est formidable. Placedeslibraires.fr. Placedeslibraires.fr, Ok. vous tapez la référence du livre et ensuite, vous avez toutes les... Donc je répète le nom du livre, Street Food de nos montagnes, si vous êtes en train de le faire en direct. Et à quel prix pouvons-nous nous le procurer? À 24,90 €. C'est le prix, public. Vous pouvez aussi le trouver sur Internet, Oui. sur lafontainedesiloé.com, qui est le site de l'éditeur. Voilà, sinon en m'appelant directement, en me contactant sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, sur Aix-les-Bains, il est quand même présent dans beaucoup de points de vente. On a Carrefour Market, Grésy-sur-Aix. Grésy, ouais. Il y a Intermarché, Aix-les-Bains, de mémoire. Donc, Il y a de quoi faire. pratique. Voilà. Donc, je vais juste revenir un peu à ce qu'on disait auparavant par rapport aux producteurs locaux. Vous avez réalisé vous avez réalisé un certain nombre de partenariats avec des marques locales sur Recettes Minute TV. Je pense notamment à Chiron et Fils, récemment Fromage Beaufort, ou encore des personnalités locales comme DJ Matafan. Donc, vous l'avez déjà dit, mais c'est important pour vous de mettre en avant des personnalités locales, le savoir-faire local. Ah bah c'est primordial. Les produits déjà c'est obligatoire parce que je les connais. J'ai beaucoup de plaisir et de fierté à en parler. Les personnalités, c'était pour le côté fun, pour sortir aussi de la cuisine, pour être avec quelqu'un, pour avoir quelque chose à partager. Oui, c'est sûr. C'est monotone si on restait dans notre cuisine à parler toujours de la même chose tout seul. Donc ouais, on aime bien. Puis, comme je le disais, on a vraiment de quoi faire sur notre territoire. Et est-ce que vous avez d'autres exemples de marques ou de producteurs locaux avec lesquels vous aimeriez travailler? Beaucoup. En ce moment, je collabore avec les Vins de Savoie, le CIVS, donc le syndicat des Vins de Savoie, sur des vidéos qui vont sortir prochainement entre des accords street food de nos montagnes, donc des recettes qui sont similaires à celles du livre, et des vins de Savoie. Donc le but étant de faire la promotion des vins de Savoie avec mes recettes. Je travaille aussi avec des marques de fromage, comme la Tome des Bauges. Oui. Alors, c'est pas une marque, mais c'est un très très beau produit qui est AOP. Ici dans les Bauges, j'ai aussi en collaboration le Brie de Meaux et le Brie de Melun. Donc là, on est en Île-de-France. Donc c'est marrant parce que à la fois, c'est des personnes que moi je vais solliciter en leur disant voilà, j'aimerais travailler avec vous, j'ai imaginé tel ou tel type de contenu. Ou des fois, c'est eux qui viennent me voir en me disant voilà, est-ce que ça vous dirait? On avait pensé à vous. On n'a pas trop d'idées de contenu. Qu'est-ce que vous pensez? Donc des marques avec lesquelles j'aimerais travailler. J'en ai pas là qui me viennent en tête. Mais comme vous l'avez dit, j'ai collaboré avec Chiron. Oui. Pour les creusets, parce que c'est artisanal. C'est la 6e génération. Donc je pense que pour parler creuset, il n'y avait pas meilleur interlocuteur que Nicolas Chiron. J'ai aussi apprécié faire un contenu pour Opinel, qui est une marque emblématique de la Savoie.
forcément couteau, cuisine, donc ça avait du C'est sens. lié. J'aimerais développer à nouveau aussi des contenus pour Opinel. Voilà, c'est ce genre d'identité de marque en fait, qui sont dans le paysage depuis donc culinaire et savoyard depuis longtemps. Mais j'aimerais aussi travailler avec des marques naissantes. Par exemple, vous l'aviez eu, c'était Milfaux et Badin, Oui. une marque de vinaigre que j'ai rencontrée et je trouve ça génial. Ah oui, c'est un passionné. Passionné, bon produit. Ces vinaigres sont délicieux. En plus, et puis ça permet de mettre à l'honneur des personnes pour qui c'est peut-être un petit peu plus difficile de communiquer en début d'activité. Et puis voilà, le vinaigre, c'est un produit qu'on connaît tous, qu'on utilise tous, mais on sait même pas comment c'est fabriqué. Je pense que des contenus comme ça pourraient être intéressants, à la fois informatifs, éducatifs, fun, et tout en soutenant les producteurs locaux. Les producteurs locaux. Bon Benoît, si tu nous écoutes, dédicace. Voilà. Et pour les recettes vraiment 100% savoyardes, donc sur votre chaîne, on voit donc des recettes classiques, croziflettes, tartiflettes. Est-ce que vous respectez la tradition ou est-ce que vous aimez ajouter une petite touche personnelle à ces recettes ? Les deux. Les deux, j'essaye. Alors, en fait, c'est vrai que, étant donné que j'ai fait l'école hôtelière, j'ai ce côté classique qui me colle un peu à la peau. Mais j'essaie de m'en dépêtrer, j'essaie de m'en détacher. C'est vrai qu'au début de mes recettes, mes vidéos, c'était toujours... j'osais pas trop lever le pied, j'osais pas trop mettre mon ingrédient. Je le faisais, mais voilà, toujours sous couvert de me dire, si jamais j'ai un prof qui me regarde et qui voit que j'ai fait ça, je sais pas, j'étais dans cette paranoïa-là. Et depuis, je me lâche un petit peu plus. Après, si je dis que je vais donner la recette de telle ou telle recette, je trouve ça important d'être au maximum au plus près. Par contre, si je donne une recette où je le dis, que c'est revisité, que c'est ma version, que ça se rapproche, voilà, là je peux faire ce que je veux. Mais si je dis que je vais faire la recette de la carbonara et que j'y balance de la crème ou du reblochon ou je ne sais trop quel ingrédient, après il faut être prêt dans les commentaires, quoi. Ah oui, ça, surtout ici, comme vous l'avez dit, on est assez chauvin. Ouais. Donc on fait pas n'importe quoi. Puis j'ai pas choisi de générer des commentaires négatifs comme peuvent le faire d'autres créateurs de contenu qui volontairement vont ajouter un ingrédient qui ne va pas pour que les gens s'excitent dans les commentaires et que ça booste l'algorithme. C'est pas ma vision des choses. Je fais les choses comme j'aurais envie que je les regarde. Oui. Donc ouais. Non. En tout cas, c'est très bien comme ça. Ça me convient. Voilà. Donc, votre passion pour la cuisine ne s'arrête pas à la cuisine. Vous réalisez, on en a un petit peu parlé juste avant avec le brie de mots, vous réalisez des reportages également, intitulés Enquête de saveurs. Donc, pouvez-vous nous en dire plus, l'origine, pourquoi ? Pourquoi ? Enquête de saveurs, c'est né il y a 2 ans. J'avais envie de rencontrer les producteurs, mais sur un ton un peu plus humoristique que j'avais pu le faire précédemment, donc sortir du format classique journaliste assez plan-plan. Donc on a fait le premier épisode chez un producteur d'asperges en Ile-de-France, parce que l'asperge d'Argenteuil c'est un classique. Et puis de fil en aiguille, on a fait un deuxième épisode sur la courgette. Ensuite, on a eu envie de fromage. Donc comme j'étais à Paris, les 2 seuls fromages AOP d'Île-de-France, qui étaient le brie de Meaux et le brie de Melun, je m'en suis rapproché, on a fait cet épisode. Là, il y a un épisode qui va sortir sur la tome des Bauges, donc pareil, dans la même veine. Je trouvais que c'est un format marrant, où on rencontre des producteurs, il y a un petit côté humoristique, il y a une recette qui vient après, donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et j'espère qu'il y aura d'autres épisodes qui vont sortir. À nous aussi, en tout cas. Donc, vous avez rencontré 4 producteurs jusqu'à présent. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas fini. Non, on en attend d'autres. Et est-ce qu'il est facile d'aller à la rencontre de ces producteurs pour réaliser ce type de reportage ? Pas vraiment. Si vous voulez un producteur... alors, je voudrais pas stéréotyper, mais si vous voulez un producteur qui a vraiment les pieds dans la boue,
la plupart du temps, parce que j'ai pas envie de me faire des ennemis, mais la plupart du temps, ils donnent pas trop la parole, ils donnent pas trop d'interviews, ils sont pas très télé, ils sont pas très... Oui. Donc si vous voulez vraiment des bons clients, comme on les appelle, il faut se débrouiller. Il faut soit avoir un petit peu de réseau, soit trouver le bon interlocuteur, ou soit y aller directement. Soit vous tapez directement à la porte. Le premier que j'ai vu n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, il m'a dit non, c'est hors de question. Et en trouvant les bons mots, en lui expliquant ma démarche, qu'il a trouvé cool, il a accepté de le faire. Mais si je l'avais contacté au téléphone comme ça de prime abord, il m'aurait dit non. Oui. Mais le fait d'y aller en face à face, de lui exprimer pourquoi je le fais, pour qui c'est, que selon les projets, je suis pas forcément rémunéré. Ça, voilà, il a accepté. Enfin, ils ont accepté. Puis ils y voient aussi leur intérêt aussi. C'est une belle façon de les mettre en avant, oui, de valoriser le savoir-faire local. Alors, il y aura toujours ceux qui vont dire que communication ou pas, le carnet de commandes se remplit, oui, c'est qu'ils n'ont pas besoin de nous, ce que je peux entendre. Mais le but, c'était de montrer plutôt un savoir-faire plutôt que faire de la pub. Ouais. Donc voilà, quand on sait comment aborder le sujet, c'est différent. Et puis il y a des personnes qui m'ont dit avec plaisir, tu viens quand tu veux, ce serait bien que tu viennes tel jour pour qu'on te montre un maximum d'étapes. Et donc voilà. Mais j'aime bien les deux. J'aime bien les deux parce que si c'est trop facile, on s'ennuie. Oui, c'est vrai. Il y a également des vidéos secrets de refuge sur votre chaîne. C'est quoi le concept ? Alors il y en a deux. Pour l'instant, il n'y en a que deux. Le concept, c'était de parler d'un métier qu'on connaît peu, au final, qui est le métier de gardien de refuge, que j'ai découvert en allant à la pêche avec mon père dans les lacs de montagne. Et c'est une idée de Raphaël, en fait. C'est une idée de mon oncle qui se disait, tiens, on parle toujours des chefs dans les grandes brigades. Mais en fait, ce qui nous régale aussi, c'est des gens qui n'ont pas forcément le statut de chef cuisinier, qui n'ont pas forcément fait d'école, qui brillent pas, dans le sens, en termes de... On leur donne pas forcément la parole. Et il me dit, tiens, si on allait se faire une rando et qu'on allait rencontrer des gardiens de refuge. Au début, je dis, c'est un peu naze, franchement, ça va intéresser qui ? Et en fait, ça a intéressé des gens. C'est des gens qui parlent, qui ont beaucoup d'émotions, qui font en fait 15 métiers en un, parce qu'ils sont à la fois guides, des fois ils donnent des conseils, ils accueillent les gens, ils font à manger. Ils vont vraiment au-delà d'un seul métier et ils cuisinent bien. Parce que s'ils cuisinaient pas bien, forcément les gens ne reviendraient pas d'une année sur l'autre. On a découvert 2 belles personnes et on espère que ça va durer. Donc pour l'instant, on est en pourparlers avec un annonceur qui sponsoriserait la web-série. Donc le but, c'est de monter en gamme. On s'est servi de ces épisodes comme des pilotes pour pouvoir aller chercher justement du financement, mettre encore plus de personnes à l'honneur, pourquoi pas un territoire, et carrément proposer une web-série. Mais pour l'instant, je peux pas m'avancer parce que le projet est encore en discussion. C'est ça. En tout cas, plein de beaux projets. Oui, on essaie de se diversifier, parce que de faire les choses déjà qu'on aime, qu'on a envie. La chaîne YouTube, c'est un peu comme un laboratoire où en fait on teste des choses. Je vous avoue qu'il y en a qui n'ont pas marché, des vidéos où j'ai fait 400 vues, puis il y a des vidéos où on en est à 200 000 vues. Donc il n'y a pas de recette miracle. On fait les choses, il faut faire les choses qu'on aime faire. J'avoue que des fois je me suis forcé. J'ai fait des recettes parce qu'on me les a demandées, qui n'étaient pas forcément ouf. Bon, je l'ai fait, ça n'a pas marché, tant pis. Il y a 2 choses qu'on va faire qui vont marcher. Mais le but, c'est de faire plein de trucs. Et de se faire plaisir. Et de se faire plaisir. Et d'en vivre, c'est encore mieux. Oui, ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Mais pas impossible. Et donc, peut-être un 2e livre ? Peut-être. Aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Sur 2025, c'est pas dans les tiroirs. Mais on y pense. Mais avant de faire un livre, il faut être vraiment convaincu d'avoir un sujet qui va tout casser, entre guillemets, et pas faire pour faire. Oui. Si je fais un volume 2 de Street Food de nos montagnes, faudrait que je trouve suffisamment de recettes, que je compile suffisamment de recettes, peut-être que je voyage encore un peu plus.
Est-ce que je monte en niveau de difficulté? Est-ce que je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas de projet de livre. Il y a une marque qui m'a démarché, une marque que je peux pas forcément trop dévoiler, mais c'est un appareil de cuisson qui m'a démarché pour pour proposer un livre de recettes. Avec le mode de cuisson en question qui serait un petit peu au cœur du livre. D'accord. Mais voilà. Donc ça, en tout cas, ça nous a ouvert aussi des possibilités de business, donc qui sont pas négligeables et qui peuvent être étudiées. Ouais, ça peut être intéressant. Bon, on a une petite tradition au sein de Radio Grand Lac pour C'est local et c'est bon. On fait un petit jeu pour mieux vous connaître. Rien de compliqué. On vous donne 2 choix et il faut choisir rapidement et spontanément. Ok. Salé ou sucré? Salé. Tome des Bauges ou tome de Savoie? Tome des Bauges. Tartiflette ou croziflette? Croziflette. Burger au reblochon ou burger à la raclette? Burger au reblochon. Spontané, hein. Ouais, il est dans mon livre, donc. C'est ça. Hiver ou été? Été. Couche tard ou lève tôt? Couche tard. Lac ou montagne? Lac de montagne. non, montagne, parce qu'il y a des lacs. Lavaret ou truite? Lavaret. Voilà. Comme ça, on vous connaît mieux. Déjà fini? Bah oui. C'était facile. Oui, c'était facile. Il y en a pour qui c'est un peu plus dur, hein, quand même. Non, mais ça va. Je m'attendais à des dilemmes un peu plus corsés, mais ça va. Ouais, voilà. Et puis au moins, c'était honnête, spontané. Comme ça, on vous connaît mieux. Donc, nous voilà déjà à la fin de notre émission C'est local et c'est bon. Donc, pour clôturer notre émission, nous allons rappeler à nos auditeurs toutes les informations importantes à retenir. Donc, on peut suivre les aventures de Cyril sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook. Donc, la totale. Instagram, Facebook, TikTok. En ce moment, c'est banni, mais TikTok, LinkedIn, Cyril Davier ou Recettes Minute TV. Recettes Minute TV au singulier. Oui. Et puis YouTube, surtout. Et YouTube, surtout pour voir plein de vidéos. Donc, pas que des vidéos de recettes, mais aussi des reportages sur le brie de Meaux, les asperges, les courgettes, les escargots, les truites de Savoie. Il y a plein de trucs. Que je vous invite à aller voir. Voilà, il y a plein de choses à découvrir sur Recettes Minute TV. Et puis, si vous cherchez un livre de recettes savoyardes original, avec un mélange des cultures, foncez acheter le livre de Cyril, donc Street Food de nos montagnes, aux éditions La Fontaine de Siloé, au prix de 24,90. Voilà, 24,90, disponible en librairie grande surface et sur Internet. Alors, Aix-les-Bains, je viens de voir la librairie des Danaïdes, rue de Chambéry. Voilà. Qui propose votre livre. C'est ça. Voilà. Et Garin, Chambéry. Voilà. Il est disponible de partout, même dans les magasins de souvenirs, dans les petites épiceries, dans les Bauges. Voilà. Savoie, Haute-Savoie, 1, Isère. Vous avez de grandes chances de le trouver. Et puis, en France, c'est un petit peu plus compliqué. Mais comme je disais, sur placedeslibraires.fr, vous tapez le nom de votre ville et vous pouvez le trouver. Voilà. Et donc, faut pas hésiter à l'acheter pour vous ou même pour l'offrir. Voilà. Faut pas hésiter. Il n'y a pas de saisonnalité. C'est des recettes pour toute l'année. Il y a des ingrédients de saison. Mais vu qu'il y a toutes les saisons, on peut faire des recettes toute l'année. C'est facile, c'est ludique, c'est beau à voir, ça donne envie. Et puis, oui, un très très beau livre avec de très belles photos et des explications très claires. Et des astuces aussi. Je crois qu'on a tout dit. Voilà, on a tout dit. Notre prochaine émission aura lieu le 3 février. J'aurai la joie d'accueillir Camille Murat qui nous présentera le restaurant Solta situé à Drumétaz. Prochaine émission en direct demain à 11h sur Radio Grand Lac. Une émission spéciale intitulée De l'intuition à la médiumnité. Et merci à nos chers auditeurs pour leur fidélité. N'hésitez pas à suivre C'est local et c'est bon, également sur Instagram et Facebook. Très belle soirée à tous et à bientôt sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.